Mesdames, Messieurs, bonjour, merci. Je suis très content d'être parmi vous pour commencer. Et deuxièmement, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence, débat, rencontre avec la société, qui est donc organisée par l'Espace de réflexion éthique de Bretagne, avec l'École des hautes études de la santé publique et l'Université de Rennes, en particulier sa faculté de droit et sciences politiques. Elle est organisée, comme vous le savez, dans le cadre des États généraux de la bioéthique, qui viennent d'être lancés il y a quelques semaines par le président du Comité consultatif national d'éthique, le professeur Jean-François Delfraissy, conformément à la loi et en préparation de la révision de la loi de bioéthique du 7 juillet 2011. Alors cette loi traite de questions majeures relatives à l'action médico-scientifique découlant de progrès scientifiques qui permettent de modifier, de transformer non seulement le corps, mais la biologie humaine et l'essence même de l'homme par le biais de ses gènes. La loi actuelle porte sur les dons et les greffes d'organes, tout ce qui touche à la procréation médicale assistée, aux tests et à la recherche génétique, à la recherche sur l'embryon, en gros. Depuis 2011, des avancées scientifiques et technologiques considérables ont été faites, qui soulèvent des questionnements éthiques tout aussi importants et qui constituent autant d'enjeux sociétaux. Ceux de déterminer la société dans laquelle nous voulons vivre aujourd'hui et léguer pour demain à nos enfants et nos petits-enfants. Si tous ici, autant que nous sommes, nous pouvons répondre que nous voulons une société où l'humanité et la dignité de la personne humaine soient respectées et non pas l'objet de toutes les manipulations, les positions très différentes des uns et des autres conduisent le législateur, ou plus exactement le gouvernement au travers de la loi, à interroger la société pour déterminer la place, où placer le curseur pour limiter les risques et dérives d'une science et d'une technologie maintenant sans bornes. Je voudrais préciser que seule la loi présentée par le gouvernement et votée par la représentation nationale peut trancher entre les positions qui s'affrontent et vont s'exprimer et décider ce qui sera légal, c'est-à-dire permis, ou non. Alors, l'espace de réflexion éthique de Bretagne est un espace de réflexion éthique régional. C'est une structure régionale tout à fait officielle qui a été instituée par la loi de bioéthique du 8 août 2004. Et il y a 13 espaces de réflexion éthique régionaux en France métropolitaine depuis le 1er janvier. Notre espace de réflexion éthique régional, à la suite d'une enquête dont je reconnais qu'elle a été limitée, a retenu 2 des grands thèmes qui sont ouverts à la discussion dans le cadre de ces états généraux. D'un côté, l'assistance médicale à la procréation, de l'autre, la médecine prédictive par les tests génétiques. Nous, les REB, organisons, sous l'égide du Comité consultatif national d'éthique, et avec la collaboration, par exemple, d'établissements tels que le HESP et l'Université de Rennes pour la journée d'aujourd'hui, mais aussi avec des comités d'éthique locaux, 18 rencontres débats dans la région Bretagne. 4, pour être exhaustif, dans les Côtes-d'Armor, 8 en Finistère, 4 en Ille-et-Vilaine, 2 dans le Morbihan, dans des grandes villes comme Rennes et Brest, et dans des toutes petites villes comme Lesneven, ou Loudéac, ou Fougères. Et ce, afin de donner la parole à un maximum de personnes. Nous organisons en outre des débats lycéens dans environ 10 lycées et 2 débats étudiants à Rennes et à Brest. Pour que chacun se sente libre de venir, vous avez remarqué que nous avons choisi, et c'est parfaitement délibéré, de ne faire aucune inscription préalable dans toutes nos manifestations et à ne faire aucune sélection, évidemment, à l'entrée, sauf celle liée au nombre de places de tel ou tel amphithéâtre. Alors, je voudrais préciser ce que nous cherchons à faire et ce que nous ne chercherons pas à faire, et ça me paraît très important. Nous sommes ici fondamentalement pour 2 choses. D'une part, vous apporter, nous l'espérons, des informations utiles, mais surtout pour recueillir votre avis. Et ça, c'est une commande du Comité consultatif national d'éthique. Pour recueillir votre avis, nous allons procéder de différentes manières. Il y a dans la salle des membres du Conseil d'orientation de l'espace de réflexion éthique de Bretagne et du comité de suivi que nous avons constitué à cet effet, qui est composé de non-professionnels de santé, qui vont écouter, noter, relever tout ce que vous allez dire et échanger. Vous avez reçu un questionnaire, il y en aura un autre pour la séance de cet après-midi. Vous aurez à le remplir si vous le souhaitez, il est anonyme et vous pourrez le remettre à la sortie. Ces questionnaires seront recueillis et analysés, pas simplement les questionnaires rennais, mais de toutes nos manifestations. Et puis vous pouvez aussi déposer vos contributions écrites à la fois sur le site web de notre espace éthique, qui va défiler un petit peu plus tard sur
sur l'adresse mail, courriel, pardon, excusez-moi, qui va défiler sur d'autres diapositives, ereb@chu-brest.fr. Et je vous rappelle qu'il y a un site officiel des États généraux de la bioéthique où vous pouvez déposer vos avis. Alors, notre objectif n'est pas de faire un sondage représentatif de la population de votre ville et encore moins de la Bretagne. Il n'est pas de faire une étude exhaustive de type sociologique qui serait conduite selon une méthodologie scientifique rigoureuse. Nous n'avons pas les ressources, nous n'avons pas les compétences propres pour le faire, et notre objectif n'est pas de reproduire ce que d'autres ont déjà fait. Enfin, ce n'est pas la commande que nous a passée le CCNE. Toutes les synthèses que nous pourrons faire des réunions, des questionnaires, seront validées par à la fois le Conseil d'orientation et le comité de suivi dont je vous ai parlé tout à l'heure et remonteront au CCNE, Comité consultatif national d'éthique, qui aura la charge, lui, de faire la synthèse des synthèses et de la faire remonter plus haut. Je voudrais préciser une chose, c'est que les éléments des synthèses qui vont ressortir, et je vous prie de croire que nous veillerons à ce qu'elles soient la plus objective possible, ne vont évidemment pas déterminer ce que le gouvernement mettra dans son projet de loi et ce que le Parlement votera. Autrement dit, il va forcément y avoir parmi vous des satisfaits et des déçus du résultat final par rapport aux attentes ou à ce que vous auriez pu exprimer ici. Enfin, la qualité de ce débat repose sur vous, sur nous, sur ce que collectivement nous déciderons d'en faire. La séance est animée par un journaliste professionnel, M. Beignet, que je remercie, pour deux raisons. Pour respecter la neutralité de la conduite des débats, grâce à son expérience de professionnel, et d'autre part pour éviter de mobiliser l'un d'entre nous, qu'il soit en particulier professionnel de santé, parce que nous pourrions éventuellement chercher à les orienter. Deuxième chose, le CCNE, comme nous-mêmes, souhaite connaître surtout les arguments, les raisons, les valeurs, les principes sur lesquels reposent vos avis et vos opinions. Pour atteindre cet objectif, nous voudrions particulièrement insister sur la nécessité que le débat soit ouvert et respectueux. Et c'est la mission confiée à l'animateur de faire en sorte que chacun puisse exprimer librement ses arguments et positions, accepter d'écouter celles des autres, que personne ne cherche à monopoliser la parole ou à imposer ses vues, que les associations militantes ne cherchent pas à confisquer le débat au travers de leur affrontement, que toutes les questions puissent être posées sans tabou ni agressivité. C'est à mes yeux et à nos yeux, je pense tous ici présents, un prérequis absolu pour que ce débat soit le véritable exercice de démocratie sanitaire de qualité, que l'importance des enjeux soulevés par la révision de la loi mérite et dont nous avons collectivement besoin pour avancer ensemble. Alors je voudrais juste dire que pour peut-être rassurer un certain nombre de personnes et répondre à certains impératifs, que cette conférence est filmée par une société et enregistrée par une société mandatée à cet effet par l'EREB, que ce qui est sûr à l'heure actuelle, c'est que la vidéo de l'enregistrement sera sur le site web de l'espace éthique et qu'il n'est pas encore décidé, nous attendons un avis du CCNE à ce sujet, si l'enregistrement audio sera sur le site web. Quoi qu'il en soit, le film qui est fait du fond de la salle et donc vous êtes filmé de dos, le droit à l'image est donc respecté. Et je voudrais préciser, alors c'est un côté un peu fictif et les juristes souriront probablement, d'ailleurs elles ont la gentillesse de le faire à l'avance, que les enregistrements pirates ne sont pas autorisés. Je pense que tout le monde comprendra pourquoi. Et qu'en ce qui concerne des journalistes et des télévisions qui seraient présents, nous leur avons demandé de ne filmer que les conférenciers et la tribune, et afin de respecter à la fois le droit à l'image et la vie privée, de ne pas filmer ou d'enregistrer le débat et les participants dans la salle, à quelque moment que ce soit. Ensuite, ils feront ce qu'ils voudront, mais ils prendront leurs responsabilités. Évidemment, les journalistes pourront vous demander à la fin de la séance, à telle ou telle personne, si vous souhaitez donner un témoignage directement auprès d'eux. Ces dispositions, je voudrais le préciser, ont un double objectif, le respect de la vie privée et le droit à l'image, et surtout ne pas créer de gêne parmi certaines personnes, gêne qui serait susceptible de les conduire à ne pas s'exprimer en raison d'un enregistrement. Pour terminer, je remercie chacun de sa présence, de sa participation, les orateurs en particulier qui ont beaucoup travaillé pour préparer cette séance, et je vous souhaite à tous une rencontre débat enrichissante et fructueuse.
Merci beaucoup Jean-Michel Bols. Merci à vous. Avant de passer à l'occasion de cette première thématique, l'introduction, Karine Lefebvre, vous êtes membre du Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, et professeur à l'EHESP, membre de IOD aussi, l'unité l'UMR 62-62 pour être très très précis. C'est à vous Karine Lefebvre. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis membre du Comité consultatif national d'éthique, mais je suis novice puisque c'est depuis décembre, donc toute nouvelle membre, depuis décembre 2017. Mais ce qui est quand même un peu particulier, c'est que je suis arrivée au moment justement où les États généraux sont lancés. Donc, on sent bien que c'est un vrai défi pour ce comité. Et le président, le professeur Jean-François Delfraissy, estime que c'est un vrai défi, un petit peu angoissant parce que effectivement, elle se dit, mais est-ce que ça va fonctionner? Donc la première chose que je lui dirais, c'est qu'à Rennes, la salle est quasi pleine, voire il y a des gens encore qui sont debout. Donc ça, c'est un premier succès, c'est-à-dire que vous avez répondu à cette attente. C'est ce qu'en fait, ce que doivent être les États généraux de la bioéthique, c'est effectivement mobiliser le maximum de citoyens, de citoyennes, quel que soit à travers tous les âges de la vie, à travers, si possible, toutes les couches sociales aussi. C'est un vrai défi en termes d'accessibilité. Alors, ce que ne sont pas les États généraux de la bioéthique, c'est un débat d'experts. En tout cas, ça ne doit pas être un débat d'experts. C'est pour ça qu'on a vraiment limité au minimum, c'est 20 minutes maximum par intervenant, parce que l'idée quand même, c'est de vous éclairer, de poser les jalons des grandes caractéristiques, peut-être des grands questionnements. Mais l'objectif clé des États généraux, c'est justement de recueillir vos réactions, vos questionnements pour nourrir, peut-être dans une certaine mesure, et dans une certaine mesure quand même, ça on en est quand même sûr, la future révision de la loi bioéthique. Alors c'est quand même extrêmement intéressant et original dans la loi 2011 de prévoir que la révision d'une loi tous les 7 ans repose sur la participation citoyenne sous différents aspects. Alors, je vais aller très vite, mais il y a 4 modalités. Là, aujourd'hui, vous êtes réunis, ça en est une, mais il y a 4 modalités pour recueillir la participation citoyenne sur toutes ces questions de bioéthique. Alors d'abord, il y a les manifestations. Il y en a à peu près 120, 140 en France, sous des aspects très différents. Ça peut être un café éthique, bioéthique, ça peut être une conférence avec des étudiants, une rencontre citoyenne comme aujourd'hui, sur une demi-journée, sur une journée entière. Ensuite, il y a un site. Les États généraux de la bioéthique. C'est étatsgénérauxdelabioéthique.fr. Il a été ouvert lundi, ce site. Alors ce matin, j'ai fait les comptes. Il est très clair, ce site. Vraiment, je vous incite tous à aller voir. C'est quand même assez surprenant. C'est aussi l'effet des réseaux sociaux, mais quand même assez surprenant de voir que depuis lundi dernier, il y a 37 833 votes. En tout cas, ce matin, à 7h30, c'était le compte. Et 3 860 contributions. Sur l'ensemble des thématiques. C'est déjà très encourageant. Alors, ce qu'on retient aussi, c'est que sur ces, on va dire, 38 000 votes, la grosse majorité s'est focalisée, ce n'est pas complètement surprenant, sur les 2 sujets sociétaux, la fin de vie et l'assistance médicale à la procréation. La fin de vie, 14 200 votes, la PMA, quasiment 11 000 votes. Et ensuite, le reste se disperse sur les autres thématiques. Et notamment, je vais citer la génétique qui sera évoquée cet après-midi. Il y a 162 contributions et 1225 votes. Donc vous voyez quand même une disproportion entre les thèmes. Donc le message que veut passer aussi Jean-François Delfraissy et tout le comité, c'est n'oubliez pas les autres thématiques qui nous concernent tous. Voilà. Donc il y a 7 thématiques qui concernent toutes les avancées qui sont en lien avec les questionnements liés aux avancées scientifiques, génétique, dons et transplantation d'organes, tout ce qui est intelligence artificielle, les robots, en quoi les robots vont pouvoir peut-être supplanter l'action humaine, les questions de santé et environnement, qui nous concernent aussi tous, la reproduction et les neurosciences. Voilà les 7 thèmes qui sont en lien direct avec les connaissances scientifiques et techniques. Et puis les 2 sujets sociétaux, fin de vie et PMA, GPA. Voilà. Le mot d'ordre du CCNE, c'est vraiment la neutralité, en tout cas de notre point de vue. Donc on ne sera pas là pour donner notre positionnement, c'est absolument pas l'objectif, mais là encore de fixer les grandes lignes.
Voilà. Mais écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Simplement, n'oubliez pas le slogan donc, choisi par le CCNE, c'est « Quel monde voulons-nous pour demain ?» Donc, quel monde, vous voyez que c'est extrêmement large. Ce n'est pas uniquement la société française, hein, c'est aussi une réflexion d'ordre plus universel. Voulons-nous, donc c'est vouloir tous ensemble, et puis pour aujourd'hui, mais surtout dans la perspective future. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Karine Lefebvre. Participer, s'informer donc pour lancer l'assistance médicale à la procréation. Nous avons souhaité mettre un temps triple avec une approche tout d'abord médicale, suivra une approche juridique de cette question, enfin une approche plus philosophique et nous aurons ensuite l'occasion thématique par thématique de vous entendre. Vous l'avez bien compris, cette journée est aussi effectuée et faite pour vous. L'approche médicale dans un premier thème, tout de suite en compagnie de Célia Ravel. Vous êtes professeure à la faculté de médecine à l'université de Rennes 1, chef de service du laboratoire de biologie mais aussi de la reproduction au CECOS au CHU de Rennes. Célia Ravel, l'approche médicale de l'AMP. Merci. Bonjour, moi je vais vous présenter les différentes techniques. Peut-être descendez peut-être les micros voilà, un peu plus bas pour que l'on vous entende bien. Merci. Les différentes techniques qui sont disponibles aujourd'hui pour pouvoir avoir un bébé. Des techniques qui sont pour certaines autorisées en France et d'autres qui ne le sont pas, mais qui le sont dans d'autres pays. Alors, nous sommes aujourd'hui réunis en 2018 pour discuter de la prochaine loi de bioéthique. La toute première loi de bioéthique date de 1994, mais les techniques de procréation médicalement assistée ont commencé à se développer, à se mettre en place dès les années 60, dès que l'on a été capable de congeler les spermatozoïdes. Avec, vous voyez, en 1963, la première banque de sperme qui a été ouverte aux États-Unis et la première banque de sperme en France, donc le premier CECOS, qui s'est ouvert en 1973. Le premier bébé FIV est né en 1978 et le premier bébé FIV français est né en 1982, c'était la petite Amandine. Les techniques ont évolué avec le développement de la congélation des embryons et le premier bébé né d'un embryon congelé est né en 1984 et le bébé français est né en 1986. En 1992, ça a été une révolution dans le domaine de la reproduction puisque ça a été l'avènement de la micro-injection du spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovocyte. Je vais vous en reparler tout à l'heure. En 2000, nous avons eu la naissance en France du premier bébé né par diagnostic préimplantatoire, avec en 2006 la naissance du premier bébé médicament, c'est-à-dire que c'est un bébé qui a été conçu avec une sélection embryonnaire et il avait été choisi sur des critères qui lui permettaient de pouvoir soigner un enfant qui était déjà né malade. Et puis en 2011, nous avons eu l'autorisation en France d'utiliser une nouvelle technique de congélation, notamment ovocytaire, qui nous permet maintenant de pouvoir congeler des ovocytes aussi facilement que les spermatozoïdes. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, il a fallu au moins 50 ans pour que l'on puisse aujourd'hui proposer une banque à la fois de sperme et d'ovocytes, puisque le gamète femelle, je ne sais pas si vous voyez la flèche ici, mais le gamète femelle a été beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile à congeler, alors que le spermatozoïde, qui est une toute petite cellule, est beaucoup plus facile à congeler. Donc aujourd'hui, en France, si on reprend les derniers bilans de l'Agence de biomédecine, donc ce sont des données de 2015, vous voyez, près de 25 000 enfants sont nés après une assistance médicale à la procréation, ce qui représente 3,1% des naissances. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'une école, on peut estimer qu'il y a au moins un enfant dans chaque classe qui est né par AMP. Alors le principe de ces techniques d'AMP, c'est d'optimiser la rencontre des gamètes, c'est-à-dire le gamète masculin qui est fabriqué par le papa au niveau donc, des testicules et qui fournit les spermatozoïdes, et puis la maman qui va produire l'ovocyte, avec, vous voyez ici, les ovaires qui vont produire un follicule. Au moment de l'ovulation, le follicule va libérer un ovocyte mature et
s'il y a un rapport sexuel, vous voyez que l'ovocyte va être libéré ici dans les trompes, dans une des deux trompes, avec possibilité de contact des spermatozoïdes qui doivent remonter tout le tractus génital pour rejoindre l'ovocyte. Et s'il y a fécondation, il va y avoir un embryon qui va se développer et qui va commencer ses divisions cellulaires. Vous voyez ici, je vous ai représenté un embryon humain au stade de 2 cellules, donc au stade de 2 jours de développement, avec 4 belles cellules, 4 beaux blastomères. Et vous remarquerez que l'embryon va se développer comme ça pendant plusieurs jours, libre, dans le tractus génital féminin, avant de s'implanter, de s'accrocher dans la muqueuse maternelle. C'est le développement préimplantatoire de l'embryon avant sa nidation. Et donc, c'est durant ces étapes de développement préimplantatoire que nous allons pouvoir, nous, le cultiver en laboratoire. Donc, le but de ces techniques, c'est de rapprocher ces gamètes, spermatozoïdes et ovules, pour obtenir des embryons. Alors, la première technique, qui est la moins invasive, qu'on appelle l'insémination intra-utérine, donc insémination artificielle intra-utérine, la fécondation va avoir lieu naturellement à l'intérieur du corps de la femme. Il va y avoir, vous voyez, préparation des spermatozoïdes du papa en laboratoire. On va sélectionner les spermatozoïdes les plus fécondants, les plus mobiles, les plus beaux, et on va les déposer directement dans la cavité utérine et on va laisser les spermatozoïdes faire leur travail in vivo. Alors, cette insémination artificielle intra-utérine peut se faire avec les spermatozoïdes du conjoint, c'est l'insémination intraconjugale, mais elle peut également se faire avec des spermatozoïdes d'un donneur, d'un tiers donneur, ce qui est également le cas, par exemple, c'est une des questions qui va être soulevée aujourd'hui au cours de ce débat, le cadre de prise en charge d'un couple de femmes. La femme qui va recevoir cette insémination de spermatozoïdes sera le plus souvent stimulée. Il y a une stimulation hormonale qui est relativement douce, mais qui permet d'optimiser l'ovulation pour que la rencontre avec les spermatozoïdes inséminés et l'ovule mature se fasse dans les meilleures conditions. La seconde technique, c'est la fécondation in vitro, c'est-à-dire que la fécondation a lieu pour le coup en laboratoire. Et à ce moment-là, vous voyez que les ovaires ne vont plus produire un seul follicule, mais plusieurs. Vous voyez, il y en a 4 sur un ovaire ici et 4 sur un autre. En moyenne, c'est 4 à 5 par ovaire, donc 8 à 10 ovocytes obtenus par stimulation ovarienne. Et puis, on va les ponctionner, c'est-à-dire qu'on va aller les rechercher avec ici une aspiration, avec une petite aiguille. Par voie vaginale, on va aller aspirer les ovocytes matures présents dans ces follicules. Donc, pour obtenir plusieurs follicules, il faut stimuler les ovaires. Ça veut dire c'est cette stimulation ovarienne qui, là, est beaucoup plus importante que dans le cadre d'une insémination intra-utérine. Une fois qu'on a obtenu ces ovocytes, on va les mettre en contact avec les spermatozoïdes. S'il y en a assez, vous voyez, on va les laisser 24 heures en contact avec quelques milliers de spermatozoïdes, mais si le patient n'a pas assez de spermatozoïdes, à ce moment-là, on va aider davantage cette fécondation en allant déposer directement le spermatozoïde à l'intérieur du cytoplasme ovocytaire. Vous voyez qu'il y a une effraction de la membrane de la cellule pour aller déposer le spermatozoïde au centre de l'ovocyte. C'est ce qu'on appelle l'ICSI pour l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Une fois que cette fécondation in vitro a eu lieu, l'embryon va commencer à se développer. Et donc, nous, en laboratoire, on va cultiver cet embryon. C'est-à-dire que vous reconnaissez ici votre embryon au 2e jour de développement avec 4 belles cellules, 4 beaux blastomères. Et puis, on peut le cultiver jusqu'au 5e jour. Vous voyez ici, on voit bien le développement avec des cellules qui commencent à se différencier, les cellules du bouton embryonnaire ici et les cellules du trophectoderme. Et puis, vous voyez que la coque qu'il protège, qu'on appelle la zone pellucide, va s'amincir. Il va y avoir finalement une brèche dans cette coque. Et quand l'embryon va se développer, il va sortir de cette coque. Et c'est à ce moment-là qu'il sera capable d'aller se nicher dans la muqueuse utérine. Donc, on est tout à fait capable de cultiver un embryon jusqu'au 5e jour du développement. Et au bout de cette culture, on va aller transférer
déposer cet embryon dans la cavité maternelle, donc dans l'utérus. C'est ce qu'on appelle le transfert embryonnaire. Alors, vous avez vu qu'on va stimuler les ovaires pour obtenir plusieurs ovocytes, donc on va obtenir plusieurs embryons, mais on ne déposera à chaque fois qu'un seul embryon dans l'utérus pour éviter le risque de grossesse gémellaire ou de grossesse multiple. Et du coup, les embryons surnuméraires vont être congelés et utilisés ultérieurement pour augmenter les taux de réussite et les taux de grossesse. Alors, dans certains cas, pour certains couples, le monsieur, donc le papa, ne fabrique pas assez ou pas du tout de spermatozoïdes. Et dans ce cadre-là, on va faire appel au don de sperme, c'est-à-dire qu'on fait appel à des spermatozoïdes de donneurs pour féconder l'ovocyte qui aura été obtenu chez la maman pour obtenir un embryon. On peut également avoir des couples pour lesquels c'est la dame qui a une insuffisance ovarienne, donc qui ne va pas produire suffisamment d'ovocytes, voire même pas du tout. Et du coup, on va faire appel à un don d'ovocytes, c'est-à-dire qu'on va faire appel à une donneuse. Et cette donneuse, elle va suivre tout le protocole de fécondation in vitro avec stimulation ovarienne, ponction ovocytaire, mais ces ovocytes seront fécondés avec les spermatozoïdes du papa. Et l'embryon qui sera obtenu sera transféré dans l'utérus de la maman. Par contre, si le couple, et ça arrive avec un monsieur qui n'a pas de spermatozoïdes et une conjointe qui ne produit pas d'ovocytes, qui est en insuffisance ovarienne, on n'a pas le droit en France de réaliser ce qu'on appelle le double don, c'est-à-dire de féconder un ovocyte de donneuse avec un spermatozoïde de donneur. C'est interdit en France, mais par contre, en France, ce couple pourra faire appel à un accueil d'embryon, c'est-à-dire qu'il pourra bénéficier du transfert d'un embryon qui n'a plus de projet parental. C'est un embryon qui aura été conçu par un autre couple, et cet autre couple ayant eu le nombre d'enfants qu'il souhaitait, ne voulant plus avoir d'enfants, au lieu de détruire ces embryons, les donne à l'accueil. Et du coup, cet embryon pourrait être accueilli par un couple stérile. Donc voilà, pour le don de gamètes, en France, on est quand même en carence à la fois de donneuses et de donneurs. Vous voyez, d'après les derniers chiffres de l'Agence de biomédecine, 540 femmes ont donné des ovocytes et 255 hommes ont donné des spermatozoïdes, alors qu'il en faudrait 3 fois plus, avec 1400 donneuses et 300 donneurs, d'après les besoins estimés par l'Agence de biomédecine. Alors, je vais vous parler à présent des différentes techniques qui sont autorisées dans d'autres pays, mais qui sont interdites chez nous. Donc, outre le don de gamètes dont je viens de vous parler, la gestation pour autrui. La gestation pour autrui, en fait, c'est souvent une indication au départ d'une patiente qui va présenter des anomalies du développement de son utérus ou qui n'a plus d'utérus, absence d'utérus, donc c'est une indication thérapeutique. Mais il n'y a que la cavité utérine qui n'est pas fonctionnelle. Par contre, les ovaires, eux, fonctionnent bien. Ça veut dire que cette patiente pourra produire des ovocytes. Et donc, on va pouvoir stimuler les ovaires de cette patiente, obtenir des ovocytes qu'on va féconder avec les spermatozoïdes de son conjoint, obtenir des embryons, mais ces embryons ne pourront pas être transférés dans sa cavité utérine puisqu'il n'y en a pas ou qu'elle n'est pas fonctionnelle, mais par contre faire appel à une mère porteuse. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une alternative à cette indication thérapeutique qui est la greffe d'utérus. Il faut savoir que la recherche avance dans ce domaine, que plusieurs CHU sont en train de développer la technique et qu'il y a un projet qui est actuellement en cours de prise en charge de ces patientes en greffe d'utérus. Mais la GPA concerne également un homme seul, par exemple, qui voudrait avoir un enfant et qui ferait appel à une donneuse, voire un couple d'hommes qui vont faire donc appel à une donneuse d'ovocytes, qui vont féconder ces ovocytes et utiliser, en général c'est souvent dissocié, utiliser une mère porteuse pour porter des embryons qui ont été conçus par une donneuse. Et en fait, c'est
quelque chose qui est relativement bien tracé dans certains pays, notamment aux États-Unis. Par exemple, ce genre de procédure peut être estimé à 100 000 €. C'est-à-dire que pour 100 000 €, vous pouvez concevoir un bébé avec don d'ovocytes et mère porteuse. Une autre technique qui est interdite en France, mais qui a été récemment autorisée en Angleterre, c'est le don de mitochondrie. En fait, la mitochondrie, vous voyez, c'est un schéma d'une cellule avec un noyau. Donc, on sait tous que le noyau contient l'ADN de la cellule. Mais dans la cellule, dans le cytoplasme, il y a également des petits organismes qui sont ces mitochondries, qui contiennent également un petit fragment d'ADN. Donc, ADN, ça veut dire qu'il peut y avoir des mutations dans cet ADN. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les mamans qui transmettent les mitochondries à l'enfant. Et les mamans qui sont porteuses d'une mutation, et ben, en fait, comme elles vont transmettre leurs mitochondries mutées à leur enfant, elles auront tous leurs enfants qui seront toujours malades, atteints d'une maladie mitochondriale, qui est une maladie qui peut être dramatique et qui est souvent mortelle, avec des enfants qui meurent très jeunes. Et le principe, en fait, qui a été mis en place, c'est, vous voyez, vous avez l'ovocyte de la maman, donc on peut récupérer l'ovocyte de la maman qui est porteuse de cette mutation de l'ADN mitochondrial. On va faire appel à des ovocytes d'une donneuse pour laquelle on va récupérer le cytoplasme de l'ovocyte, mais pas le contenu génétique qui sera le contenu génétique de la maman. Et on va donc obtenir un ovocyte qui aura donc le contenu génétique de la maman et les mitochondries de la donneuse, donc des mitochondries qui, là, pour le coup, seront normales. Cet ovocyte sera fécondé par le spermatozoïde du papa et on obtient un enfant qui va avoir 3 ADN. C'est pour ça qu'on parle d'enfant à 3 parents, parce qu'en fait, c'est un enfant qui va être porteur de 3 ADN différents. Et il y a un enfant qui est né il y a peu de temps. En fait, même si cette procédure était interdite aux États-Unis, pour vous montrer l'effet de la mondialisation, c'est une équipe américaine qui a conçu cet enfant. C'était un fils d'un couple qui avait déjà donné naissance à 2 petites filles qui étaient décédées à l'âge de 6 ans et de 8 mois, et en fait qui étaient porteuses d'une maladie très grave, une génétique très grave. Et donc, ce couple a accepté de bénéficier de cette technique. Cette technique a été mise en place par une équipe américaine, mais comme c'est une technique interdite aux États-Unis, la maman est partie accoucher au Mexique, là où la loi n'interdisait pas cette technique. Et du coup, vous voyez qu'on est vraiment en plein... c'est vraiment le développement de la technologie et de la mondialisation qui fait que ce qui est interdit quelque part va quand même être mis en place dans un pays voisin. Enfin, pour terminer, il y a eu également beaucoup d'avancées dans le domaine de la cryopréservation. Je vous en ai parlé en début de présentation avec la technique de vitrification, qui est une technique de congélation ultra rapide qui nous permet aujourd'hui de pouvoir congeler des ovocytes. Et donc, aujourd'hui, on est capable de congeler des spermatozoïdes, des ovocytes, des embryons humains, avec les limites spatio-temporelles du stockage que cela implique. Sachant que aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est en mesure de proposer une préservation de fertilité chez des patients qui vont avoir un traitement qui va les rendre stériles, notamment les traitements anticancéreux. Ce sont des traitements qui ont pour cible des cellules qui se multiplient vite, et les cellules germinales sont des cellules qui sont très sensibles à ces molécules, et elles sont souvent touchées. Donc c'est pour ça que les patients aujourd'hui peuvent bénéficier d'une préservation de fertilité. Il y a quelques années, on ne pouvait proposer cette préservation qu'aux hommes, mais maintenant, grâce à la vitrification, on peut proposer également cette préservation ovocytaire chez les femmes. Donc, préservation de fertilité masculine et féminine. Là, il y a un cadre médical, il y a une indication médicale. Mais suite à ces développements technologiques, c'est vrai que maintenant, on est dans la possibilité de conserver des ovocytes sans indication médicale. Or, ce qui se passe, c'est que dans le cadre de la fertilité féminine, il y a ce qu'on appelle une horloge biologique qui fait qu'à partir de 30 ans, vous voyez, la fertilité de la femme diminue de façon dramatique, ce qui fait que certains proposent aux jeunes femmes, tant qu'elles sont encore jeunes, de leur congeler leurs ovocytes, tant qu'ils sont encore de bonne qualité, hein, si on peut dire les choses ainsi, et du coup de pouvoir ensuite continuer leur projet de vie, éventuellement leur projet de carrière. Mais cette promesse, c'est une promesse qui n'est pas si simple parce que préserver comme ça des ovocytes, ça implique, je vous l'ai expliqué, une stimulation hormonale, ça implique
plusieurs cycles pour avoir suffisamment d'ovocytes pour pouvoir avoir des chances d'obtenir un bébé, parce que ces ovocytes vont être utilisés en fécondation in vitro, et les taux de grossesse sont de l'ordre de 30%. Et puis, il y a toujours des problèmes techniques qui peuvent survenir et qui font qu'il n'y aura pas de bébé à l'issue de ces ovocytes qui ont été congelés. C'est-à-dire qu'avoir des ovocytes congelés vitrifiés ne veut pas dire certitude d'avoir un enfant. Et un peu en conclusion, c'est bien pour ça que justement certaines sociétés, certains grands groupes comme Facebook ou Apple ont proposé à leurs employés de préserver leur fertilité. Et là, vous voyez bien qu'on sort du domaine médical, qu'on est en plein dans le champ du domaine de la société. Et c'est pour cela que je vais passer la parole à Madame Feuillet-Ligier. merci beaucoup, merci Célia Ravel. Pour cette approche médicale de l'AMP, on va essayer, puisque nous avons 3 parties, de rester vraiment dans 20 minutes pour bien démarrer à 11h et vous entendre sur cet aspect-là. L'approche juridique de l'AMP à présent, c'est avec vous, Brigitte Feuillet-Ligier. Vous êtes professeure à la faculté de droit et de sciences politiques, l'Université de Rennes 1, présidente du réseau universitaire international de bioéthique et membre senior de l'Institut universitaire de France. Brigitte Feuillet-Ligier, c'est à vous. Alors, merci de me donner la parole. En fait, je vais vous présenter l'aspect juridique, mais alors, attendez, il faut que je récupère peut-être le... Non, mais le... Hop. Merci. Voilà. Alors en fait, je dois vous présenter très rapidement le droit de l'assistance médicale à la procréation. Alors pour le faire, je voudrais d'abord vous faire 2 précisions. La première, c'est les sigles. On voit l'AMP. L'AMP, c'est l'assistance médicale à la procréation. Et parfois, on voit PMA, procréation médicalement assistée. C'est sensiblement la même chose. Le législateur fait une petite distinction suivant qu'il utilise le code civil ou le code de santé publique. La deuxième précision que je voulais vous apporter, c'est de quoi finalement parle-t-on quand on parle de droit. Alors vous devez le savoir, finalement le droit c'est l'ensemble des règles de conduite sociale qui nous permettent de vivre ensemble et qui seront sanctionnées si on ne les respecte pas. Et une grande partie de ces règles sont adoptées par le Parlement. Or, et c'est ce qui nous intéresse ici, lorsque ces lois portent sur des choix de société importants, le législateur peut voter des lois en prévoyant qu'elles feront l'objet d'une révision au bout d'un certain temps. Eh bien, ça a été le cas des lois bioéthiques qui ont été votées en 1994, et particulièrement celles qui portaient sur l'assistance médicale à la procréation. Donc la loi de 1994 avait prévu une révision au bout de 5 ans, elle a eu lieu au bout de 10 ans, et donc on a eu une réforme en 2004, puis en 2011, et donc cette loi sera revue à nouveau fin 2018, début 2019. Or, la grande nouveauté, c'est qu'en 2011, le législateur a prévu que ces révisions devraient maintenant être précédées de la consultation des citoyens, et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, pour pouvoir se prononcer finalement sur l'évolution du droit, parce que c'est ce qui est attendu de vous, ceci nécessite finalement de connaître le droit, de savoir de quoi on parle. Donc, mon propos va donc avoir pour objectif, dans un premier temps, de vous présenter ce droit, c'est-à-dire ce qui est admis aujourd'hui en France, avant de vous présenter, dans un second temps, ce qui pourrait changer. Ce qui pourrait changer, c'est-à-dire les pistes d'évolution. Alors, abordons, si vous le voulez... Ah oui, j'ai oublié de passer... pas très doué avec tout ça... ce qui peut être admis par le droit français. Alors, le droit français autorise l'assistance médicale à la procréation dans 2 cas. Le premier, celui qu'on connaît tous, c'est pour permettre finalement à un couple qui ne peut pas procréer naturellement, du fait d'une infertilité qui sera médicalement constatée, on en reparlera, donc de pouvoir avoir un enfant.
C'est le premier cas. Mais à côté, il y a un second cas qui rentre dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation. C'est le diagnostic préimplantatoire. En fait, là, le couple peut procréer naturellement, mais on va passer par le médecin pour pouvoir féconder des embryons in vitro pour transférer à la femme l'embryon qui ne sera pas porteur d'une maladie particulièrement grave. C'est l'objectif de ce DPI. Par exemple, des couples qui auraient déjà un enfant atteint de mucoviscidose, qui veulent un deuxième enfant, eh bien, on va s'arranger pour qu'il n'ait pas un deuxième enfant atteint. Alors, à côté de ce premier DPI qui a été admis, on en a admis un deuxième, hein, c'est l'enfant médicament, l'enfant du double espoir. Mais cette question du DPI touchant à la génétique, en accord avec les organisateurs, ce volet du diagnostic préimplantatoire sera abordé cet après-midi. Donc moi, je vais me limiter à vous présenter le premier cas, c'est-à-dire l'hypothèse où on aide un couple qui ne peut pas en avoir, à avoir un enfant. Alors, quelles sont les règles juridiques régissant ce cas d'assistance médicale à la procréation? En fait, la loi fait trois choses. Elle définit les techniques, elle se réfère aux techniques, elle prévoit les conditions et elle se prononce sur la filiation. Alors, voyons ces trois points. D'abord, les techniques d'assistance médicale, je n'y reviens pas puisque Célia l'a parfaitement présenté. Je vais simplement noter ce qui est important au plan juridique. Comme vous l'avez vu, le droit français admet l'assistance médicale à la procréation dans deux hypothèses, avec les gamètes du couple, dans ce cas-là ça ne pose pas beaucoup de difficultés, ou avec le recours à un tiers. Et là, il y a deux possibilités. Soit on va utiliser les gamètes sperme ou ovocytes d'un donneur, ou également la possibilité de récupérer un embryon. Alors, quelques mots sur chacune de ces deux situations, parce que c'est celle-ci souvent qui pose des problèmes éthiques. C'est l'assistance médicale à la procréation, d'abord, avec les dons de gamètes. Dans ce cas-là, ce qu'il faut savoir, alors en France, on admet le don de sperme et d'ovocytes. Ce don, il est toujours anonyme, c'est-à-dire que le donneur ne sait pas à qui il donne et l'enfant et les parents ne savent pas qui a donné ces gamètes. Deuxièmement, ce don, il est gratuit. Il est gratuit en vertu d'un principe important en droit français, le principe de non-patrimonialité du corps humain, c'est-à-dire qu'on interdit toute contrepartie financière. Enfin, ce don peut être fait par une personne qui a déjà procréé, c'était au départ ce qui avait été prévu par la loi, et parmi les révisions, eh bien, on a aujourd'hui autorisé à une personne qui n'a pas encore procréé de pouvoir donner ses gamètes. Alors là, le législateur a introduit une disposition, un peu une contrepartie, on rentre déjà dans la notion de contrepartie, en prévoyant que, et ça concerne particulièrement les donneuses d'ovocytes, qu'à partir du moment où un donneur donne alors qu'il n'a pas d'enfant, eh bien, on va lui proposer de pouvoir recueillir et conserver ses propres gamètes au cas où cette personne aurait dans l'avenir recours à une assistance médicale à la procréation. Alors ce point est important parce qu'on va le voir dans les propositions, c'est quelque chose qui pourrait se développer. Deuxième situation, c'est l'assistance médicale à la procréation avec le don, avec l'accueil d'embryons. Ici, Célia vous l'a dit, en fait, c'est l'hypothèse où un couple a eu recours à l'assistance médicale à la procréation, a des embryons qui sont congelés et pour X raisons qui ne veut plus poursuivre. Et donc, on va leur proposer de donner leurs embryons à un autre couple infertile. Voilà pour les techniques et les précisions que je voulais faire au plan juridique. La deuxième chose que le législateur réglemente, ce sont les conditions de l'assistance médicale à la procréation. Et en fait, il donne une sorte de permis, ce qui n'existe pas, par exemple, en Belgique. Deux grandes catégories de conditions, une condition médicale et des conditions tenant aux personnes qui vont pouvoir recourir à une telle AMP.
Alors, la condition médicale, elle est claire et elle va donner certainement lieu à discussion. C'est qu'aujourd'hui, la loi prévoit que l'on peut faire une assistance médicale à la procréation si l'infertilité du couple est médicalement constatée. Donc, cela signifie qu'aujourd'hui, l'assistance médicale à la procréation a, vous le voyez, une finalité uniquement médicale, voire thérapeutique, on pourra en discuter, puisqu'il s'agit ici simplement de pallier une infertilité, mais ce qui exclut tout le champ de l'assistance médicale à la procréation, qu'on peut appeler sociale ou sociétale, qui permettrait aux femmes seules ou aux couples de femmes homosexuelles de pouvoir bénéficier d'une assistance médicale à la procréation. Les secondes conditions, à côté de cette condition médicale, des conditions tenantes aux demandeurs, qui en France peut accéder à une assistance médicale à la procréation. Eh bien, la loi, là aussi, est extrêmement précise et elle définit les critères. Seuls en France peuvent accéder à une assistance médicale, premièrement, les couples, cela veut dire que cela exclut aujourd'hui les femmes seules. Deuxièmement, les couples hétérosexuels. Alors la loi se réfère mariés, pacsés ou concubinage, elle vise les trois types de couples. En revanche, cela signifie que c'est interdit pour les couples homosexuels et cela pose aussi en pratique la question des transsexuels qui ont changé leur sexe à l'état civil. Troisième condition, il faut que les membres de ce couple soient vivants, ce qui exclut aussi totalement en France l'insémination artificielle ou le transfert d'embryons post-mortem, c'est-à-dire l'impossibilité pour une femme, après le décès de son compagnon ou mari, de pouvoir récupérer le sperme ou les embryons. Quatrième condition, prévue par le législateur, en âge de procréer. Alors, c'est relativement simple. Pour la femme, on va se référer à la ménopause. En revanche, ça l'est beaucoup moins pour l'homme. Quel est l'âge de procréer pour un homme? En pratique, c'est le médecin qui appréciera. Enfin, dernière condition, bien évidemment, est-ce qu'il est utile de le dire, c'est que ce couple, bien évidemment, doit donner son consentement à l'assistance médicale à la procréation. Donc, vous le voyez, un cadre extrêmement bien défini qui fixe les conditions pour qu'on puisse faire une AMP en France. Alors, troisième grande rubrique prévue par le législateur, après tout ça, il s'est intéressé à la filiation de cet enfant. Cet enfant qui naît dans le cadre de l'AMP, alors deux règles extrêmement importantes. La première, pour résumer, c'est que l'enfant qui va naître de cette assistance médicale à la procréation sera juridiquement l'enfant du couple ayant eu recours à l'assistance médicale à la procréation, et ceci même en cas de don de gamètes. C'est-à-dire biologiquement, cet enfant ne sera peut-être pas l'enfant au plan génétique, mais juridiquement, il sera l'enfant de ce couple. Alors, c'est un choix du législateur important. En fait, on va construire, tout se passe comme si cet enfant était l'enfant. On n'a pas opté le système de l'adoption, on a dit on va faire comme si cet enfant était l'enfant de ce couple. Deuxième règle importante, en cas d'assistance médicale à la procréation avec don de gamètes, il est interdit d'établir une filiation à l'égard du donneur. Alors cette règle, elle est assurée par un principe également important en droit français, qui est celui de l'anonymat du don. L'anonymat fait que l'enfant ne peut avoir aucune information sur le donneur. Quand je dis bien aucune, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ne suivent pas la France, ni sur son identité, mais également aucune information non identifiante, c'est-à-dire les informations médicales, mais aussi des informations personnelles. Est-ce que ce donneur était marié, avait des enfants, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Aucune information. Donc voilà pour la filiation. Je termine ainsi, vous le voyez, le survol du droit, alors vraiment en résumé, mais c'est ce qu'on m'a demandé de faire, de l'assistance médicale à la procréation. Alors voyons rapidement le second volet, ce qui pourrait changer, c'est-à-dire évoquons les pistes d'évolution. En fait, j'allais dire, tous les points de cette législation que je viens de vous présenter peuvent être revus.
Alors, je vais néanmoins vous citer les points qui vont pouvoir donner lieu à des discussions lors de la révision de fin d'année, notamment parce que ces pratiques sont admises dans un certain nombre de pays. Alors, quels sont les grands thèmes? Le premier, c'est le fait, est-ce qu'on est prêt à admettre, à côté de l'assistance médicale à la procréation conçue aujourd'hui, une assistance médicale que l'on peut appeler sociétale ou sociale, c'est-à-dire, est-ce que l'on est prêt à admettre une assistance en dehors d'une pathologie constatée médicalement? Alors, ça conduit à 4 sujets de discussion. Premièrement, l'ouverture aux femmes seules, c'est admis en Grande-Bretagne, en Belgique, en Espagne, au Canada, aux USA, un certain nombre de pays. Deuxième question, cela conduit à se poser la question de l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes homosexuelles, c'est-à-dire qu'elles devraient bénéficier d'un don de sperme. Alors c'est également admis en Grande-Bretagne, en Belgique et en Espagne. Troisième grand thème, celui de la gestation pour autrui. Célia vous l'a très bien démontré, cela concerne 2 hypothèses, les couples hétérosexuels lorsque la femme ne peut pas porter une grossesse et les couples homosexuels hommes. Alors actuellement, cette GPA est impossible, mais vous le savez, des couples vont à l'étranger dans les pays où cette GPA est autorisée. Et donc, quand ils reviennent en France, le problème qui se pose, c'est la transcription à l'état civil de cet acte de naissance étranger, puisque c'était légal dans le pays où ils l'ont fait. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps. Sachez que pendant longtemps, la Cour de cassation a interdit cette transcription car elle considérait qu'il y avait une fraude à la loi. Mais suite à une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, il y a eu une évolution. Alors, je vais directement au résultat. Aujourd'hui, l'acte va pouvoir être transcrit à l'état civil français à l'égard du père biologique, puisque c'est lui qui aura donné son sperme pour l'embryon qui a été porté par la mère porteuse. Donc, pour lui, c'est ce qu'avait dit, c'est là la condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Et récemment, en 2017, la Cour de cassation a été plus loin et elle autorise l'autre, c'est-à-dire la femme dans le couple hétérosexuel, voire l'homme dans le couple homosexuel, à adopter à ce moment-là l'enfant. L'acte ne sera pas transcrit, il faut engager une procédure d'adoption. Alors, cette gestation pour autrui est admise en Grande-Bretagne, au Portugal, en Grèce, également la Belgique tolère cette pratique, au Canada et dans certains États des États-Unis. Quatrième sujet à aborder dans notre société, c'est la conservation des gamètes en vue d'une assistance médicale future. En fait, la question est, est-ce qu'une femme, aujourd'hui, peut demander à ce qu'on garde ses ovocytes parce qu'elle va, je dis n'importe quoi, gérer son plan de carrière. Et elle se dit, si je fais un enfant tard, eh bien, je souhaite que l'on conserve mes ovocytes, qui seront des ovocytes d'une femme jeune, alors que je peux avoir un enfant passé 35 ans, voire passé 40. Donc cette question se pose. Alors, en droit français, aujourd'hui, on ne peut conserver les ovocytes d'une femme que dans 2 cas. On l'a vu tout à l'heure, si elle donne ses ovocytes, quelque part pour la remercier d'avoir donné ses ovocytes à d'autres femmes, ou lorsqu'elle va avoir un traitement médical qui peut entraîner une infertilité. Là, la loi permet aussi qu'on garde les gamètes, mais on n'a pas une ouverture totale sur cette question. Donc voilà la première grande catégorie de questions qui se pose, essentielle, c'est-à-dire est-ce qu'on veut ouvrir une assistance médicale à la procréation sociétale. Deuxième grand thème, qui est lié aux autres d'ailleurs, c'est l'admission de l'assistance médicale à la procréation post-mortem. Est-ce que, à partir du moment où on va admettre, si jamais on admet pour les femmes seules, eh bien, est-ce qu'on peut permettre à cette femme, alors qu'elle a perdu son mari, de pouvoir avoir un enfant après sa mort? Alors, c'est admis, là aussi, en Espagne, en Belgique, en Royaume-Uni, en Grèce, etc. Troisième grand thème, également très important, c'est la levée de l'anonymat. La levée de l'anonymat, je vous l'ai dit, on ne peut avoir aucune information sur le donneur et il y a de plus en plus de demandes d'enfants qui sont nés
de cette PMA et qui demandent à avoir des informations ou voir l'identité. Alors, beaucoup de pays voisins n'ont pas retenu cet anonymat. Le Royaume-Uni, à partir de 18 ans, un majeur peut le demander. En Belgique aussi, l'anonymat peut être levé. On peut même savoir qui va être la donneuse. On peut venir avec elle. La Suisse, l'Allemagne, très attachée à la transparence, la Suède, donc vous voyez un certain nombre de pays qui admettent cette levée de l'anonymat. En Espagne, c'est simplement sur les données non identifiantes. On peut donner des informations non identifiantes, alors que la France, vous l'avez vu, a un anonymat qui est absolu. Enfin, quatrième grand thème à aborder, et toutes les questions s'enchaînent. Alors, deux questions bien distinctes. La première, alors c'est la gratuité. Il y a deux hypothèses de gratuité à aborder. La première, est-ce que nous passons le pas et on admet des dérogations? Alors, il y en a déjà un petit peu, on en reparlera sûrement à l'occasion du débat. Des dérogations au principe de non-patrimonialité du corps, c'est-à-dire est-ce qu'on peut concevoir des paiements sur des éléments du corps, on en parle pour les ovocytes, ou plus loin pour les mères porteuses. Donc, est-ce que là, on est prêt à aller sur ce terrain? Et le deuxième volet, c'est la possibilité de revenir sur la gratuité de l'assistance médicale à la procréation, car je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est gratuit. Plusieurs tentatives, c'est 4, je crois, qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Si on étend aux femmes seules et aux couples homosexuels, est-ce qu'on revient sur cette question? Si l'AMP est gratuite, vous vous en doutez, elle a un coût. Alors, vous le voyez, beaucoup de questions sur lesquelles le législateur souhaite avoir votre sentiment. Pour terminer, je voudrais vous rappeler que ces questions de bioéthique, elles posent des questions éthiques essentielles, mais qu'en fin de parcours, c'est une question politique. C'est une question politique dans la mesure où le Parlement va être amené, parce que c'est le Parlement qui fait la loi, qui va être amené à faire ses choix. Donc, face à de telles questions, important de rappeler qu'il n'existe jamais une seule approche possible. Ça fait des années que je travaille là-dessus. Non seulement en France, on pense pas la même chose, mais alors dès que vous travaillez aussi avec les pays étrangers, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'arguments qui peuvent s'opposer. Donc, d'où l'importance d'échanger ces points de vue et surtout, comme le disait le professeur Bols, d'entendre les arguments des thèses opposées, parce que finalement, la richesse des débats et des échanges vient de là. Alors, in fine, je confirme, le législateur tranchera, ce sera à lui de prendre ses responsabilités, mais je crois qu'il aura bien besoin de vous pour le faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Brigitte Feuillet-Liger. Pour cette approche juridique, on va envisager à présent avec vous Agatha Zielinski. Vous êtes maître de conférence en philosophie à la faculté de médecine de l'université de Rennes et membre du conseil d'orientation de l'EREB. Vous allez avoir cette approche beaucoup plus philosophique et on aura refermé un peu notre véritable triskel entre le juridique, le médical et l'aspect philosophique. Avec vous tout de suite. 20 minutes d'échange. Alors, en guise d'introduction, simplement de quel type de questionnement? Là non plus. Là, si on pouvait, s'il vous plaît, au niveau de la régie, à moins que vous puissiez prendre le micro-main, allez-y. Est-ce que ça marche? Voilà. Alors, dans le fond, quel type de questionnement on a quand on a un questionnement dit éthique? La grande question de la bioéthique, de façon très très générale, presque peut-être caricaturale, c'est est-ce que tout ce qui est possible est nécessairement bon? C'est-à-dire, est-ce que ce qui est techniquement possible, il faut le faire juste parce que c'est possible? Et donc vous voyez que derrière, ça peut se transformer aussi en questionnement sur doit-on faire une chose parce qu'on peut la faire? C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la possibilité matérielle de réaliser quelque chose, en technique biomédicale, et une décision qui va être une décision par conviction, par morale, une décision qui va se référer aussi à des valeurs. Autrement dit, le débat éthique dans lequel nous sommes, il présuppose de s'entendre sur des visions du bien. Alors quand on dit s'entendre, le verbe s'entendre est déjà lui-même polysémique et ça commence par s'écouter.
Après, l'autre question, c'est est-ce qu'on va ou non tomber d'accord? Vraisemblablement non, ou pas nécessairement. Et du coup, moi je dirais que la pointe, quand on dit s'entendre sur des visions du bien, c'est au moins se laisser déplacer, chacun ou par groupe de conviction, par ce qu'on va entendre des autres personnes qui vont discuter. Voilà, un petit peu l'arrière-fond du débat éthique. Ce que je vais vous proposer ici, dans les quelques minutes, c'est de questionner un certain nombre de représentations qui sont liées à des grands thèmes en jeu autour de la question de l'assistance médicale à la procréation. Il y a les représentations. Alors, qu'est-ce que c'est les représentations, hein? C'est un peu des valeurs, des opinions sous-jacentes à nos convictions, mais dont on n'a pas nécessairement conscience. Donc c'est un peu quelques éléments pour faire venir au jour quelques-unes des représentations autour de la notion d'individu, et notamment de la liberté, du corps, qui sont en jeu, représentation de la société, représentation de la médecine notamment. Ça a déjà été un peu évoqué. Si je commence par quelques mots autour des représentations que nous avons de l'individu. Je parle dans un contexte occidental, et je pense que dans certains autres continents ou lieux du monde, nos interrogations paraîtraient tout à fait surprenantes. Nous sommes dans un contexte où l'individu est beaucoup défini par ses choix. Nous sommes dans une société, j'aime à dire, du « c'est mon choix ». Autrement dit, nos mentalités sont beaucoup façonnées, sans qu'on s'en rende nécessairement compte, par la société de consommation dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que, de façon plus ou moins consciente, là encore, nous avons tendance à donner à la société un rôle qui est un peu un rôle de modèle du supermarché. Je raconte souvent, une fois je faisais des courses avec une connaissance, une personne qui venait d'Afrique subsaharienne. On était au supermarché et on arrive devant le rayon des yaourts. Donc là, visualisez le rayon des yaourts dans un supermarché. Tout le monde visualise, c'est bon. Et la personne avec qui j'étais se tourne vers moi et me dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Je n'ai pas compris sur le coup. Je dis bah, « On va faire des courses, on va acheter des yaourts. » Et tout à coup, j'ai regardé ce rayon avec son regard à elle. Et là, j'ai eu une espèce de vertige et je me suis dit « Mais c'est ça notre société. » C'est-à-dire qu'on a cette multitude de choix où chacun est supposé pouvoir trouver ce qui lui convient absolument micro-personnellement, j'allais dire. C'est-à-dire que si mon yaourt préféré, c'est le brebis bio allégé avec du lait de brebis d'Auvergne ou de brebis bretonne, donc allégé au citron, je peux trouver ça. Et vous voyez, ce que je veux dire, c'est que nos mentalités, elles peuvent être façonnées par ça. Donc on va attendre de la société qu'elle maintienne finalement un accès libre aux produits, c'est-à-dire qu'elle maintienne la diversité et la disponibilité de ce soit dont on a besoin, soit dont on a le désir, soit dont on a envie. Alors, du coup, la question qui est derrière, c'est si nos mentalités sont, au moins pour une part, façonnées par ça, bien sûr qu'elles sont façonnées par plein d'autres choses, nos mentalités, est-ce que tout ce avec quoi nous sommes en rapport, en relation, peut prendre la forme d'un produit, comme dans ce modèle du rayon de yaourt. Là, j'ai affaire à plein de produits. C'est ça qui est à questionner, me semble-t-il. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un produit? Un produit, c'est quelque chose qu'on a sous la main, comme dit un philosophe allemand qui s'appelle Heidegger. C'est-à-dire qu'on peut le manipuler à sa guise, c'est à ma disposition, je maîtrise l'usage que je veux en faire. Donc j'exerce sur cet objet mes capacités, mon pouvoir. Il est à ma disposition. Et puis les produits sont définis pour une grande part par leur utilité, c'est-à-dire la satisfaction qu'ils font m'apporter. Donc là, il y a déjà une question sur est-ce que tout ce avec quoi j'entre en relation, je vais le déterminer par l'utilité. Derrière, la question de la gratuité. Est-ce qu'il y a une part de gratuité dans nos relations ou est-ce que, au fond, le risque, c'est de voir tout ce qui m'entoure au prisme de l'utilité et de la satisfaction que ça peut ou pas m'apporter. Et puis, un dernier point qui est peut-être à questionner, c'est la différence entre relation et rencontre. Autrement dit, est-ce qu'on peut considérer les personnes avec le même regard qu'on a sur des produits? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre relation et rencontre. On rencontre des personnes. On est sur un mode de rapport ou de relation avec des produits. Et c'est quoi la différence?
c'est qu'une rencontre avec une personne, des personnes, ça apporte nécessairement un lot de surprises. La personne, même si je la connais par cœur, comme on dit dans le langage courant, elle est susceptible de me surprendre, de m'étonner, de bouleverser mes plans, mes attentes. Autrement dit, à la différence de mon rapport ou de ma relation avec des produits, là, je ne maîtrise pas tout dans la relation avec des personnes, qui est en quelque sorte une limite à mes pouvoirs. Maintenant, quelque chose qui me paraît absolument crucial dans les discussions actuelles, ce sont les représentations que nous avons de la liberté. 3 évocations, 3 types de définition de la liberté. La liberté sur le mode du consentement. Là, c'est l'usage médical, j'allais dire le contexte plus exactement médical de la liberté. Vous savez que dans le Code de santé publique, il est obligatoire de rechercher le consentement libre et éclairé de toute personne à un traitement ou un acte de soin. Ces 2 petits adjectifs, libre et éclairé, me paraissent très importants. Libre, ça veut dire quoi dans ce contexte-là ? On suppose que la décision de la personne va être en dehors de toute contrainte ou de toute influence. Alors évidemment, il s'agit d'une absence de contrainte par force, mais on peut vraiment questionner l'absence d'influence. Si par exemple on me propose telle ou telle chimiothérapie, ma réponse va être complètement, enfin pas complètement, mais partiellement marquée si dans mon entourage il y a quelqu'un qui a subi une chimiothérapie, j'ai les représentations des effets bénéfiques ou délétères, et ma réponse elle sera pour une part marquée par ça, influencée par ça. Consentement libre et éclairé. Éclairé, ça veut dire quoi ? C'est la nécessité de l'information. Mais est-ce qu'être informé suffit à donner un consentement vraiment éclairé ? Il faut que j'ai compris les informations qu'on me donne. Et ça, c'est déjà beaucoup plus délicat à vérifier pour un médecin, mais même pour soi-même. Je ressors d'une consultation, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment tout compris ce qu'on m'a dit ? Je ne suis pas très sûre. Donc déjà, complexité, ne serait-ce qu'au niveau du consentement. Et vous voyez bien que rien que dans la notion de consentement, c'est une forme de liberté qui est limitée, parce que qui dit consentement dit qu'une autre personne que soi-même est à l'origine de l'initiative. Un médecin, donc pas moi, me propose un traitement. Et moi, je dis oui ou non. Donc je suis dépendant de ce que quelqu'un va me dire. Donc, une autre définition de la liberté qui, justement, va questionner ça, c'est ce qu'on peut appeler la liberté comme autodétermination, c'est-à-dire, ça se définit comme la capacité à choisir par soi-même et pour soi-même. C'est moi qui ai l'initiative de ce qui me concerne, des décisions, c'est moi qui ai une vision de ce qui est bien pour moi et pas les autres. Alors on peut renvoyer ici à un courant qu'on appelle l'éthique minimaliste, qui va dire que finalement la seule limite à l'exercice de ma liberté en ce qui me concerne, c'est le tort causé à autrui. Tant que je ne cause aucun tort à autrui, je fais strictement ce que je veux. C'est un type de liberté qui se définit beaucoup aussi par la préservation par rapport au regard d'autrui ou à l'intrusion de l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas les autres, ce n'est pas à l'État de déterminer ce qui est bon pour moi. Je suis seule personne apte à définir ce qui est bon pour moi. Et puis un troisième caractéristique ou élément de définition de la liberté comme autodétermination, c'est bien entendu l'indépendance. Je suis indépendant du regard ou de l'avis des autres et je me détermine par moi-même. Alors, tout cela est juste, et je pense que nous sommes sans doute tous traversés par ces éléments de définition de la liberté, ou cette aspiration à une telle liberté. Comme le dit joliment un poète anglais, John Donne, nul n'est une île. Et c'est-à-dire que nul n'est totalement isolé. Ma vie n'est pas isolée de la vie des autres. Donc ça vient questionner un peu certains aspects de la liberté comme autodétermination. Et par conséquent, on peut avoir un troisième type de définition de la liberté, qui est ce que certains courants philosophiques appellent l'autonomie relationnelle, qui est caractérisée par la réflexion autour de ce fait que dans la vie, je ne suis pas seule, que ce que je décide par moi-même et pour moi-même, donc ça ne remet pas en cause l'autodétermination, mais c'est simplement ce que je décide par moi-même et pour moi-même aura des conséquences pour moi, mais pas seulement pour moi. Toute décision que je prends pour moi a aussi des conséquences pour les autres. Aussi banale cette décision soit-elle.
Voire, alors je donne un exemple qui est un exemple extrême, mais qui est très parlant, c'est l'exemple du suicide. C'est-à-dire une personne qui se suicide, c'est un acte qu'elle fait, une décision qu'elle prend par elle-même et pour elle-même. Bon, certains discutent la dimension de liberté dans l'acte de suicide, mais ce n'est pas ça que je veux discuter ici. Mais le geste qu'elle fait aura des conséquences pour son entourage, pour la société. Voilà, c'est un exemple extrême, mais qui me paraît très éclairant. Et puis, ce courant de l'autonomie relationnelle montre aussi très bien que, au fond, ce que je suis dépend au moins pour une part des autres. Et donc, on va valoriser ici la dimension d'interdépendance. Ne serait-ce que pour arriver à l'âge adulte, je dépends des soins qui m'ont été apportés par les parents, par d'autres, je dépends de l'éducation que j'ai reçue. On peut même dire que pour être arrivé ici, je dépends du conducteur du train, du marchand de bicyclettes ou du maire qui a décidé qu'il y aura un tram dans la ville de Rennes. Voilà. Tout ce que je fais, pour une part, dépend des autres. Alors vous voyez que ces définitions de la liberté, elles ont aussi une conséquence sur les représentations qu'on va avoir de la société. C'est-à-dire que quand on valorise la liberté comme autodétermination, qu'est-ce qu'on va attendre de la société ? On va attendre de la société qu'elle soit finalement au service des aspirations personnelles. Et là, on va être un peu dans un contexte où on va parler du droit à, la revendication du droit à. Et dans ce qui nous intéresse, par exemple, c'est la revendication du droit à l'enfant. Quand on est dans un contexte d'autonomie relationnelle, on va valoriser les relations, l'interdépendance entre les personnes. La représentation qu'on a davantage de la société, c'est que le rôle de la société, c'est de favoriser le lien social, le bien commun. On va avoir une société qui va être vue davantage au prisme de la solidarité, notamment en tenant compte des plus fragiles. Et là, on va être plutôt dans un contexte d'étude des droits d'eux. Et donc, par exemple, dans le contexte de réflexion qui est le nôtre, ça va être les droits de l'enfant. On va plutôt s'interroger sur les droits de l'enfant que sur les droits à l'enfant. Alors, un autre champ de questionnement, c'est la représentation que nous avons du corps dans ces affaires. Là aussi, un peu deux grands schémas. Le schéma qu'on peut appeler le schéma de la libre disposition de mon corps, c'est l'idée que de mon corps, j'en fais ce que je veux. Donc mon corps est un peu, je le considère comme une chose à disposition, un peu comme j'évoquais la définition tout à l'heure des produits. Est-ce qu'on est du coup dans une représentation dualiste ? Parce que si je fais de mon corps ce que je veux, c'est qui le moi ? Est-ce que mon corps est séparé de moi ? C'est ma volonté qui dispose de mon corps ? Je questionne un peu le type de conception philosophique qu'on a du corps derrière. Est-ce que quand je dis « je dispose de mon corps », est-ce que je considère le corps, mon corps, comme un objet, comme un autre ? À la fois oui, à la fois non. C'est-à-dire je ne laisse pas mon corps au vestiaire comme je laisse mon manteau, et pourtant je peux aussi décider que je l'emmène quelque part, donc j'en dispose. On est là sur quelque chose qui est... qui fait valoir vraiment des représentations philosophiques que je ne vais pas creuser. Une autre image qu'on peut avoir du corps, c'est ce qu'on peut appeler le corps vécu. Ici, il y a une association vraiment une unité entre le corps et la personne, avec l'idée que ce qui advient à mon corps n'est pas séparé de ce qui m'advient à moi. Ou plus exactement, c'est aussi par toutes les expériences qui façonnent mon corps que se constitue mon identité. Par exemple, par toutes les sensations, les perceptions que je peux avoir dès la toute petite enfance, ça va caractériser pour une part mon identité. Alors, peut-être que mon affaire, elle a l'air un peu binaire, mais je suis assez persuadée que toutes ces représentations, elles nous traversent. C'est-à-dire qu'à certains moments, on va être plutôt du côté de telle représentation, à certains moments, plutôt de telle autre. Nous avons évoqué déjà, tout à l'heure, les différentes représentations de la médecine qui sont aussi en jeu sur les questionnements éthiques, et notamment celui de l'AMP. Est-ce que la médecine se définit par son objectif thérapeutique, donc l'objectif de maintenir ou de restaurer la santé, avec un contexte où les techniques médicales viseraient simplement à pallier un dysfonctionnement pathologique. Et dans ce cas, la relation entre les médecins, les patients, peut être définie comme alliance thérapeutique, c'est-à-dire une forme de partenariat, un peu sur le modèle d'Hippocrate,
le médecin et le patient ou les patients se battent ensemble contre une maladie? Ou bien est-ce qu'on ouvrirait aujourd'hui la médecine davantage à une fonction sociale ou sociétale, en lui demandant donc d'institutionnaliser ce qui est techniquement possible et de l'offrir à qui le demande? Est-ce que du coup la médecine deviendrait davantage quelque chose de l'ordre d'une prestation de service avec des types d'alliances qui seraient davantage du côté du contrat, voire du contrat commercial? Ce qui poserait à terme aussi la question de la sécurité sociale. Je passe rapidement là-dessus, ça pourra faire l'objet de discussions. Simplement, un point que je voudrais ajouter par rapport à cette diapo, ce qui est en jeu aussi dans les représentations de la médecine, c'est la question de la souffrance. Et de quelle souffrance on parle? C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand on donne à la médecine un rôle thérapeutique, on a en arrière-fond qu'il s'agit bien pour la médecine de soulager des types de souffrances physiques, psychiques. Avec la dimension sociétale de la médecine, on se placerait aussi sur des souffrances de type social ou de type existentiel. Donc il y a aussi ça qui est en jeu dans les représentations de la médecine. Qu'est-ce qu'on attend comme type de soulagement de la part de la médecine et de quelle souffrance on parle? Ce qui est en jeu aussi, c'est les représentations de la famille et de l'identité. Ça a déjà été évoqué aussi au niveau médical, donc je ne vais pas commenter ça. Et je conclus simplement avec cette diapo qui montre un certain nombre de valeurs en présence que j'ai évoquées tout au long de la présentation de ces différentes représentations en jeu quand on touche à la question de l'assistance médicale à la procréation. Valeurs de responsabilité, différentes formes de liberté, égalité, gratuité, l'attention plus fragile, la protection, le soin, la solidarité. Ce qui me paraît très important dans le cadre de ces débats éthiques auxquels nous participons ensemble, c'est peut-être de préserver justement vivantes plusieurs valeurs. Même, et j'allais dire, justement si elles entrent en confrontation les unes avec les autres. C'est-à-dire que si on se met à prendre des décisions au nom d'une seule valeur, s'il y a une valeur qui devient hégémonique au détriment des autres, il y a quelque chose d'inquiétant. Alors que si on continue à se référer à plusieurs valeurs, et même si cette multiplicité des valeurs nous met justement en tension, en discussion, il me semble que là est la condition de préserver vivant le débat et le débat éthique. Je vous remercie. Merci beaucoup.